très excité ce matin parce que je me rends à un nouvel étang que je ne connais pas et donc je vais découvrir. Et j'y vais avec, vous voyez, plein de matériel. Là j'ai 2 sacs, un trépied. J'ai en réalité 3 appareils photo dans mon sac. Ça va être cool, ça va être cool. On va faire une vidéo sympa. On est vraiment au niveau de l'eau, il y a des foulques ici. La lumière est splendide. Donc on a cet observatoire, cet affût qui est super beau. Les canards. Et on va s'installer. On entend souvent dire que c'est pas l'appareil qui fait le photographe. Et c'est difficile de contredire ça, évidemment. C'est une évidence que le photographe, c'est beaucoup plus qu'un appareil. Mais la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut simplifier à l'inverse et se dire que finalement l'appareil photo n'a pas beaucoup d'importance dans la prise de vue. Ici, on va faire un gros test. On va s'amuser. J'ai la chance, beaucoup de chance, c'est un des privilèges d'être youtubeur, d'avoir reçu un très très beau matériel en prêt. J'ai un Nikon Z9 avec un 70-200 f2.8 et d'autres objectifs. J'ai reçu pour, je sais plus, 12 000 € de matos, un truc comme ça. Évidemment, ils ne seront pas à moi, je vais devoir les renvoyer. Mais je me suis dit, on va les tester, mais ce serait un peu trop facile de faire juste le test de ce matériel de professionnel complètement dingue que je pourrais jamais me payer dans ma vraie vie. Et donc, on va comparer ça avec mon premier vrai appareil photo. J'ai nommé le Canon EOS 1100D. Donc là, on a un appareil de 2022, hyper pro, vraiment le truc professionnel, photographe de sport, photographe animalier 2022. Et là, on a un appareil entrée de gamme de 2011. Et on va faire des photos avec les deux. Et on va voir un petit peu si l'appareil, ça compte quand même peut-être pas un petit peu aussi quand on fait de la photographie animalière en tout cas. C'est parti. Ok, alors pour faire des prises de vue statiques sans aucune surprise, c'est pareil avec les deux en réalité. On prend à peu près les mêmes photos, parce que on a les mêmes objets dans le cadre. Après ça va dépendre évidemment de la taille de l'objectif, mais globalement la composition est la même, la mise au point est aussi bonne. Elle est un petit peu plus lente là-dessus, mais pour des objets statiques, un petit foulque qui est en train de nager sur l'étang, il n'y a pas de problème, c'est pareil. Et j'ai remarqué que ça aide pas forcément à avoir des meilleurs réflexes d'avoir un super boîtier comme ça. Et à un moment, le foulque qui s'est mis à plonger d'un coup dans l'eau, je l'avais pas anticipé, j'ai pas réussi à déclencher à temps. Ça me sauve pas d'avoir un boîtier à 6 000 € pour ça. Donc maintenant, je vais suivre un seul animal et je vais essayer justement d'avoir ce réflexe de le prendre en photo au moment où il y a du mouvement, juste pour voir un petit peu comment ça se passe avec l'un et avec l'autre. Dans cette configuration, là où on essaie d'être vraiment très réactif par rapport à l'animal dès le moment où on perçoit le début d'un mouvement et on va commencer à essayer de faire des photos, là on commence à percevoir la grosse différence qu'il y a entre un boîtier de 2011 et un boîtier de 2022 et un boîtier bas de gamme et un boîtier haut de gamme. C'est tout simplement déjà que la réactivité est bien meilleure sur le boîtier haut de gamme aujourd'hui, sur le Z9, il n'y a vraiment aucun doute. Et puis surtout, déjà, la rafale est tellement faible sur le boîtier, sur le 1100D, que dès le moment où je déclenche, j'ai qu'une possibilité de photo. Si jamais je la rate, c'est tant pis. Donc en fait, il faut vraiment que j'essaie d'anticiper et de cliquer pile au bon moment. Là où quelque part sur le Z9, j'ai la possibilité de, quand je perçois un mouvement, de commencer à déclencher. Je peux laisser la rafale aller pendant 3, 4, 5 secondes. Et si jamais le mouvement se poursuit comme il faut, là j'aurai directement le bon mouvement. Donc quelque part sur des animaux qui vont répéter le même mouvement encore et encore. Je pense que j'y arriverai au bout d'un moment avec le 1100D à réussir à obtenir exactement ce que je veux, mais il y a un facteur chance qui est vraiment très important.
C'est-à-dire que j'imagine là avec le 1100D qu'il me faudrait peut-être, pour avoir pile le moment où l'oiseau commence à plonger dans l'eau, il faudrait peut-être que je fasse une vingtaine ou une trentaine de prises, à mon avis, une vingtaine ou une trentaine de plongeons. Là où avec le Z9 à 20 images par seconde, bah quelque part, si je suis dessus, allez en 2 coups c'est bon. À la limite la première rafale je vais la faire au moment où j'ai pensé qu'il a plongé et finalement il plonge pas. La deuxième rafale je la fais au moment où il plonge et je suis sûr que dans les 20 images par seconde, j'ai ma photo. Et donc le gros avantage quelque part, c'est que une fois que cette photo est dans la boîte, je peux chercher une autre composition, suivre un autre animal. Donc quelque part, je vais gagner beaucoup de temps. Donc évidemment, la photo, on peut la faire. On peut toujours faire la photo qu'on veut avec le plus pourri des appareils. C'est simplement que ça va me prendre peut-être 1 heure ou 2 heures. Là où avec l'autre, ça me prend 1 minute. L'autre différence, et qui peut créer aussi des ratés, c'est qu'avec le 1100D, on n'a pas tellement de suivi de sujet. C'est-à-dire que je dois continuellement refaire la mise au point sur mon sujet. J'ai pas l'impression que la mise au point est parfaitement bonne à chaque fois. Parfois, ça chasse un petit peu. Donc, j'ai des petits doutes. Et le problème, c'est que je peux pas vérifier sur l'écran si la photo est vraiment très nette ou pas. Donc, il y a aussi cette incertitude qu'on a avec les mauvais écrans, les écrans de mauvaise qualité qu'on avait il y a longtemps. Là où quelque part sur le Z9, on peut regarder dans le viseur, c'est un mirrorless, je peux zoomer à l'intérieur, voir si c'est net tout de suite. Si la photo est bonne, encore une fois, on la vérifie, on passe à autre chose. Je vais chercher les appareils et cette fois-ci, on va se donner le challenge ultime, c'est-à-dire photographier des oiseaux en plein vol. Donc là, logiquement, je sors de l'affût pour me trouver un endroit plus dégagé pour pouvoir avoir un endroit où les oiseaux sont bien visibles dans le ciel. Et là, en plus, on a un ciel tout bleu, donc ça devrait être assez simple de faire le suivi d'oiseaux. Là-haut dans l'arbre, il y a un grand oiseau noir. Donc je pense qu'on va attendre de voir s'il s'envole. Galère, j'ai eu la possibilité de faire 3-4 photos et impossible de faire la mise au point en plein vol. L'oiseau est déjà sorti du cadre au moment où j'essaie de le rattraper. Et puis surtout, on n'a pas de reconnaissance d'oiseau, on n'a pas de suivi d'objet, on a un autofocus qui est très lent, donc c'est juste absolument impossible en fait de l'avoir en plein vol. La seule solution serait d'avoir la bonne distance de mise au point, donc en fait, on peut l'avoir éventuellement au décollage. Si je fais la mise au point sur l'oiseau quand il est posé et que l'oiseau décolle, il va rester à peu près sur le même plan, donc là je peux l'avoir. Mais en dehors de ça, une fois qu'il est en plein vol, c'est perdu. Donc ça y est, je suis posé sur le Z9. J'ai changé de mode d'autofocus comme j'avais fait sur l'autre. J'étais passé du mode autofocus sur un seul point au mode où c'est l'appareil qui choisit le sujet. Et là, donc, je suis passé du mode 3D, qui est extrêmement pratique quand on a des animaux qui sont fixes à un endroit, et ça permet notamment de suivre l'animal même quand on recompose la photo. Donc ça, c'est très très intéressant. Et par contre, quand on a des animaux en mouvement devant un ciel ou un truc comme ça, là je me suis mis en mode tout automatique, c'est-à-dire qu'il va détecter sur l'ensemble du champ et c'est l'appareil qui va reconnaître l'oiseau et qui va décider de où il va faire la mise au point. Ça me paraît plus intéressant pour un oiseau qui est en vol, donc on va rechercher notre oiseau dans un arbre puis on va shooter ça. Bon j'ai pas vraiment eu de chance avec les gros oiseaux dans les arbres, mais j'ai eu des canards qui volaient assez loin. Et j'étais assez étonné de voir que quand ils sont vraiment loin, l'appareil ne les reconnaît pas. Il a vraiment beaucoup de mal à faire la mise au point dessus. Il va chasser un petit peu. Par contre, dès le moment où l'oiseau est assez important dans le cadre, alors quand je dis assez important, il va occuper un dixième, un vingtième du cadre, vraiment relativement petit. Donc c'est vraiment le genre de focale, on a envie de les shooter. Là, il n'y a pas de problème. L'autofocus accroche dessus directement et alors là, il ne le lâche plus. Mais j'ai l'impression que sur mon Sony, quand même, il est meilleur pour commencer à accrocher sur un oiseau plus loin. Et ça a quand même son importance. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on a des oiseaux comme ça qu'on va photographier en vol, on va le voir arriver de très loin. Et donc, c'est important de pouvoir le suivre. Et si l'autofocus chasse, régulièrement, on va le perdre dans le cadre. Alors que quelque part, sur mon Sony, je peux les suivre de très très loin et seulement déclencher quand il se rapproche. Là, je dois attendre qu'il s'approche pour pouvoir faire la mise au point. Alors, la mise au point se fait hyper vite, mais c'est un petit handicap quand même, j'ai envie de dire, par rapport au Sony. Donc voilà, j'ai eu un héron, des canards, donc ça c'est super. Et je vais essayer du coup de reprendre le 1100D pour faire la même chose et essayer de faire des photos avec un héron en vol qui vole un petit peu moins vite du coup que les canards. Et si j'arrive à l'avoir, du coup je pourrais vraiment bien comparer. Ok, on n'a pas eu la chance d'avoir à nouveau un héron, mais j'ai pu tester sur un pigeon qui volait un peu moins vite que les canards. Alors en fait, ce que je constate, c'est que c'est possible de réussir à faire des mises au point. En tout cas, j'ai l'impression que j'ai fait quelques photos qui étaient avec une mise au point à peu près correcte, mais plutôt quand les oiseaux sont très loin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, l'autofocus, il s'arrête de se mettre à jour à partir du moment où j'ai commencé à shooter. Pourtant, je suis en AI servo, mais c'est simplement que l'autofocus est tellement long à faire la mise au point que vous avez intérêt à faire la mise au point et ensuite faire une rafale, puis ensuite refaire la mise au point un peu plus loin. Et c'est là où quand l'oiseau s'approche de vous, là où vous allez pouvoir faire les photos les plus intéressantes en vol, c'est là où ça va complètement décrocher en fait. Et c'est là vraiment quand finalement la mise au point change tous les 5 centièmes de seconde, parce que l'oiseau s'approche de vous à toute vitesse, c'est là où ça va être
un gros handicap d'avoir ce type de boîtier. Il faut vraiment avoir de la chance quelque part, d'avoir le moment où ça fait la mise au point et de déclencher aussi vite. Et là aussi, quelque part, le petit retard au déclenchement qu'on va avoir avec un boîtier plus ancien ou un boîtier bas de gamme, quelque part, ça va être un énorme handicap pour avoir des photos nettes quand les sujets sont les plus proches de vous et donc les plus intéressants. Donc gros handicap pour le coup pour le 1100D là-dessus. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai quand même bien envie de comparer aussi avec mon Sony Alpha 7R3 parce que c'est avec celui-là que j'ai l'habitude de faire des photos d'animaliers et j'aimerais bien savoir s'il y a un vrai gros gain à passer sur un boîtier pro, à avoir 20 images par seconde plutôt que 10 images par seconde et avoir peut-être une technologie autofocus a priori meilleure, je sais pas, on va voir, on va tester. Donc je vais mettre dans les mêmes conditions, je vais mettre à 200 mm et puis on va voir ce que ça donne. Alors en passant de l'un à l'autre, de l'A7R3 au Nikon Z9, c'est très intéressant de les comparer parce qu'en fait, ils sont pas bons dans les mêmes choses. Comme je l'anticipais, le A7R3 il est effectivement bien meilleur pour détecter un objet en mouvement de loin. Donc j'ai pu suivre un héron de très très loin. Il l'a tout de suite capté, quand c'est un petit point noir dans le ciel. Là où le Nikon Z9, il capte pas en fait. Il a besoin de reconnaître la forme de l'animal pour pouvoir le capter. Donc quelque part pour les objets, les oiseaux en mouvement qui sont très loin, c'est mieux l'A7R3. Et même quand on a des oiseaux en mouvement qui sont devant un paysage, j'ai remarqué que la 7R3 il accrochait vachement plus. Il va plus facilement. En fait, la 7R3, le Sony, il va accrocher sur ce qui bouge. Il va analyser le cadre et dire là il y a un objet qui bouge, on va faire la mise au point là-dessus. Là où le Z9 semble lui vouloir absolument reconnaître l'animal et sinon il ne sait pas sur quoi il fait faire la mise au point. Donc il ne cherche pas forcément le mouvement. Et en fait, parfois, c'est plus compliqué et il n'arrive pas à reconnaître qu'il y a un oiseau qui est en train de passer dans l'image. Donc j'ai l'impression que pour les oiseaux en vol qui sont loin, c'est beaucoup plus difficile. Après quand ils se rapprochent, évidemment, le Nikon là reprend le dessus. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est hyper rassurant. Même quand on a des oiseaux sur une branche, avec le Sony, il n'y a pas de reconnaissance des animaux. Donc avec le Sony, il faut essayer de mettre le collimateur pile au bon endroit. On n'est pas certain que la mise au point soit quand même bonne. Et puis des fois, quand on regarde les photos, en fait, la mise au point, elle s'est faite sur la branche ou elle s'est faite sur les fesses de l'animal et pas sur les yeux. Et de loin, au gros téléobjectif, ça peut jouer sur une photo ratée ou une photo réussie. Là où quelque part, le Nikon Z9, il est hyper rassurant parce qu'en fait, on voit qu'il reconnaît l'animal. Donc, dès qu'il l'a reconnu, il met son carré de mise au point dessus et on dit ok, c'est bon, au moins l'animal est net. Et dès que l'animal est suffisamment près, il va même se mettre sur l'œil. Alors là, on est certain que la photo est réussie. Donc c'est vachement plus rassurant. Et une fois de plus, pour moi, c'est un gain supplémentaire en termes de confort. Parce que dès qu'on a fait notre série de photos, si la pose nous plaisait, le décor nous plaisait, et qu'on a eu cette petite confirmation de mise au point sur l'œil ou sur l'animal, on sait que c'est dans la boîte. Là où sur le Sony, généralement, on va prendre le temps au moins de revérifier, de se dire est-ce que la mise au point était exactement où je voulais, est-ce que c'était parfaitement bon ou pas. Donc une fois de plus, on gagne encore du temps, on gagne encore en confort. Donc en conclusion de tout ça, à la prise de vue en tout cas, le 1100D, il est tout à fait capable de faire des photos d'animaliers. Il n'y a aucun problème, on peut faire des photos d'oiseaux. Si les oiseaux sont statiques, ça marche même extrêmement bien. Donc aucun problème. Après, dès que les oiseaux vont être un petit peu en mouvement, les animaux, dès qu'ils vont se mettre à plonger, dès qu'ils vont se mettre à décoller d'une branche, là ça va commencer à être plus compliqué parce qu'on va être hyper limité par la rafale, on va être aussi limité par l'autofocus. Donc ça va être beaucoup plus difficile d'avoir des oiseaux en vol. C'est pas impossible, mais ça demande énormément de persévérance. Et donc on est plus quelque part sur un exercice pratique et votre objectif va essayer d'en avoir une ou deux de temps en temps. Mais si vous allez à un endroit où il y a des centaines d'oiseaux différents et que vous avez qu'une seule chance de prendre un superbe oiseau, ce ne sera pas le bon boîtier pour vous, ça c'est clair. Mais pour commencer à s'entraîner un petit peu l'animalier, ça peut être bien. D'autant plus que finalement, la plupart des photos que j'ai ratées aujourd'hui et que je rate encore souvent, c'est pas à cause de l'appareil. La plupart du temps, c'est parce que j'ai pas le bon réflexe, c'est parce que je suis pas au bon endroit au moment où il y a de l'action qui se passe. C'est en fait ma connaissance de l'animal qui est pas encore suffisante. Donc il faut que j'arrive à mieux apprendre le comportement des animaux, etc. Et tout ça, on peut tout à fait l'apprendre avec un petit boîtier bas de gamme et il n'y a aucun problème. Et ça me donnera quelques résultats supplémentaires. Je reste convaincu quand même aujourd'hui, vu la limitation des boîtiers quand même d'entrée de gamme comme ça, que vous allez faire dès le départ quand même, je pense, dans des endroits comme ici en tout cas, des meilleures photos avec un boîtier moyen haut de gamme sans beaucoup de connaissances qu'avec un boîtier bas de gamme avec beaucoup de connaissances, parce que vraiment les boîtiers bas de gamme sont quand même très très limitants. Maintenant vous pourriez vous demander, si vous commencez à vous intéresser beaucoup à l'animalier, à la photo de sport, etc., est-ce que c'est intéressant d'aller prendre ces boîtiers qui coûtent hyper cher, 5 000, 6 000 euros, ou est-ce que finalement des boîtiers, la gamme en dessous, à 1 500, 2 000, 3 000 euros, vont être tout à fait capables de faire le job. Alors,
ce que j'aurais envie de vous dire, c'est qu'en fait finalement c'est bien fait. Dans mon comparatif, c'est comme ça que je l'ai constaté. Le Sony, en tout cas pour moi, fonctionne très très bien parce que je ne suis pas hyper pro en photo d'animalier, parce que finalement je me contente plutôt d'avoir observé un animal un petit peu de loin et je me dis ah, l'oiseau qui arrive en vol, là je vais essayer de le prendre. Donc je vais faire plutôt de la photo opportuniste. Et en fait, je trouve que c'est un meilleur boîtier pour la photo opportuniste que le Nikon Z9. Là où le Nikon Z9 va être beaucoup plus intéressant, c'est si vous êtes très très sérieux à propos de la photo animalière et que vous allez faire de l'affût, etc. Et que là, vous allez vraiment vouloir capturer ce petit moment. Si jamais vous avez juste une demi-seconde, vous avez attendu des heures et vous avez une demi-seconde où tout va se passer, le Z9 il va être largement meilleur parce que vous êtes sûr que vous n'allez pas louper votre photo du moment vraiment précis là où ça se passe, et en particulier si vous avez un animal qui est gros dans le cadre. Et c'est vrai que plus on se spécialise en photo animalière, plus on va généralement, alors je dis pas qu'on va mettre l'animal toujours en hyper gros plan, mais l'animal sera suffisamment gros pour être reconnu par le boîtier, donc c'est là où il va devenir supérieur. Alors que moi, sur la plupart de mes photos, généralement, les animaux sont tellement loin qu'ils sont petits dans le cadre et c'est après je vais recropper la photo. Mais ça, c'est parce que je suis pas très bon dans mon approche, etc. Donc voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Pour moi, le Sony me va très bien, donc je vais continuer avec. Mais le Nikon Z9 a beaucoup d'intérêt. Si jamais un jour je me mets à faire très sérieusement la photo animalière, je peux que je commence à me tourner vers ce type de boîtier, même si ça représente quand même un budget. Bon, je viens de lui faire passer le test ultime à ce Nikon Z9, c'est de photographier des passereaux, des petits oiseaux, tout petits oiseaux qui sont dans les arbres, qui sont généralement magnifiques, mais qui sont extrêmement durs à photographier parce qu'en fait ils sont très très vifs, on n'arrive pas à voir quand ils vont décoller, et dès le moment où ils décollent, pouf, ils sont partis en une demi-seconde, même pas, donc on n'a pas le temps de réagir. Et pour moi ça c'était un peu le défi ultime, d'autant plus qu'avec mon Sony j'y arrive pas, c'est-à-dire que quand on était au Costa Rica, on a dû essayer de photographier au moins une cinquantaine d'espèces d'oiseaux. Je crois que j'ai pas réussi une fois, ou alors j'ai peut-être eu une photo comme ça par chance, un moment qui était net en vol, de ces tout petits oiseaux qui sont vraiment super beaux. Tout simplement parce que là l'autofocus n'arrive pas à suivre, et même nous-mêmes on n'arrive pas à suivre, donc c'est quasiment déjà de la chance si jamais on arrive à voir l'oiseau dans le cadre. Là, ce qui vient de se passer, c'est absolument dingue en fait. C'est-à-dire que donc j'ai eu effectivement 2-3 fois où j'étais sur l'oiseau et j'ai pas réussi à déclencher au bon moment ou à le suivre. Mais la fois où j'ai réussi à le suivre, il a perdu la mise au point dès le départ, logique, mais il l'a récupéré en vol. Et c'est-à-dire que le passereau, je peux vous dire, le truc, il est en train de voler comme ça. Alors je dis que c'est un passereau, c'est peut-être pas un passereau, mais c'est des petits oiseaux qui volent très très vite. J'identifierai après, de toute façon, cet oiseau. Mais qu'il arrive à recapter la mise au point comme ça en moins d'une seconde, parce que l'oiseau il vole une seconde à peine et après il se repose, hein. Et le pire en fait, c'est que quand j'ai fait la mise au point, quand j'étais en train de prendre les photos, j'ai eu l'impression que j'avais peut-être une photo qui pouvait être nette. Il y a eu un moment où je me suis dit ah tiens, c'est bon, ça l'a repris. Et en fait non, j'ai beaucoup plus de photos nettes que ce que je pensais, et j'en ai même une que je trouve magnifique avec les ailes déployées, etc. Et c'est juste trop bien. Et en fait je me dis qu'avec un appareil comme ça, si j'avais été au Costa Rica, j'en aurais eu de tous les oiseaux. Quasiment tous les oiseaux j'aurais pu en avoir. Tous les oiseaux j'aurais pu tenter une ou deux prises de vue. J'aurais pu avoir des belles photos en vol comme ça. Donc ça change tout en fait. Ça change absolument tout. Autofocus de dingue, vraiment de dingue. Et 2 minutes plus tard, en retournant à la voiture, je vois un petit oiseau dans l'arbre. Je me dis allez, on va recommencer. Et puis ça a pas manqué, hein. Deuxième tentative, il s'envole, j'arrive à le suivre. J'ai l'impression qu'il n'y en a aucune de bonne, et je regarde et j'en ai plein de bonnes. C'est juste dingue. Donc je pense que je vais passer beaucoup de temps ces prochains jours avant de renvoyer tout ça, à aller photographier tous les oiseaux du jardin parce que c'est grisant en fait, c'est grisant de pouvoir faire des photos en vol d'oiseaux qui sont si rapides que ça, c'est trop bien.